Alors, je pense qu'on va commencer. Bon matin tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue à la 10e édition de la journée de réflexion sur l'immigration francophone. Moi, je m'appelle Gisèle Quenneville. Je suis productrice et animatrice de l'émission Carte de visite à TFO, ici même à Toronto. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Faut dire qu'on a une journée bien remplie, des conférences, des ateliers. On va commencer sous peu avec le portrait historique de l'immigration francophone au Canada. De 10h à midi, on va regarder de plus près certaines pratiques dans différentes provinces et territoires en matière d'immigration francophone. À midi, on va luncher. Le repas sera servi de midi à 13h, ici même dans cette salle. Puis après ça, en après-midi, on va rentrer dans le concret. Comment les communautés doivent-elles s'y prendre pour promouvoir, recruter, accueillir et intégrer les nouveaux arrivants chez eux. Ce sera suivi d'une série d'ateliers, et je pense que ça, c'est nouveau cette année, des ateliers ici dans la salle et en haut, des thèmes très variés. D'ailleurs, vous allez pouvoir passer d'un atelier à l'autre selon vos intérêts. Je vous donnerai tous les détails en temps et lieu. Et puis, enfin, en fin de journée, on va se tourner vers l'avenir avec un panel pour explorer ce qu'il faudra faire pour atteindre les objectifs en matière d'immigration francophone. Côté technologique maintenant, le mot de passe pour le Wi-Fi, on m'a dit qu'il était là, mais je le vois pas. Le voilà. Alors, si vous voulez vous brancher au Wi-Fi, le mot de passe est là. Après ça, toutes les conférences durant la journée sont diffusées sur le web. Alors, il y a des gens qui se joignent à nous en ce moment, un peu partout au pays. On peut nous joindre par Twitter. Le mot-clic, c'est IMMFR. Il y a également... Le hashtag est là, puis notre compte Twitter est là pour la journée. Si vous avez une question, les gens à la maison ou chez eux, dans leur bureau, vous pouvez nous envoyer vos questions. Il y aura quelques périodes de questions-réponses à l'adresse courriel info@fcfa.ca. Et si vous avez besoin d'interprétation simultanée, en fait, if you need simultaneous translation from French to English, we have what you need. You just have to go see the folks in the booth at the back of the room. Mais si vous avez compris tout ça, vous n'avez probablement pas besoin d'interprétation simultanée. Alors, cette journée est organisée par la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Sa présidente s'appelle Sylviane Lantier et je l'invite à venir vous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Vous êtes en forme ce matin? Oui? Vous avez pu vous rendre en dépit du temps qu'il fait sur Toronto? De ma chambre d'hôtel, il fait beau. Je regarde le lac, tu sais, il fait beau. C'est super génial. Alors, bienvenue, chers participants, chères participantes. Il y a près de 10 ans, le programme du Congrès national de Métropolis incluait pour la première fois une journée entière consacrée à une réflexion sur ce qui était encore à l'époque un chantier d'action assez récent pour les communautés francophones en situation minoritaire. À ce moment, seulement 6 courtes années s'étaient écoulées depuis que le rapport de l'initiative Dialogue, menée par la FCFA, avait recommandé de faire de l'immigration francophone une priorité nationale de développement de nos communautés. Nous avons choisi de travailler cette priorité de la même manière que nous avions travaillé de grands enjeux comme l'éducation ou la santé, c'est-à-dire en misant sur la concertation et la mise en réseau autour du projet commun de tous ceux et toutes celles qui peuvent appuyer les immigrants d'expression française et outiller les communautés d'accueil. C'est dans cette perspective que se sont développés les 13 réseaux en immigration francophone, les RIF, qui, d'un bout à l'autre du pays, regroupent maintenant au-delà de 250 partenaires. Ce souci de rassembler et de combiner nos forces et nos expertises est aussi la raison pour laquelle la journée de réflexion sur l'immigration francophone est devenue, au fil des ans, un rendez-vous annuel de plus en plus incontournable. L'évolution du grand chantier de l'immigration francophone au cours de la dernière décennie nous montre à quel point la volonté d'action et de prise en main des communautés et l'appui des gouvernements vont main dans la main. Elle nous montre à quel point la recherche et les données sont des ingrédients essentiels d'une action éclairée,
tant au niveau gouvernemental que communautaire. En somme, nous sommes faits pour travailler ensemble. Les défis demeurent grands en matière d'immigration francophone, mais les accomplissements sont loin d'être négligeables. Et à ce chapitre, j'inclurai certainement le fait d'être tous rassemblés aujourd'hui au nom d'un projet que nous reconnaissons comme collectif. Je vous souhaite donc d'excellentes discussions. Et avant de vous quitter pour la journée, j'ai une belle annonce à vous faire. Je pense que vous allez être contents d'apprendre que vers 14h30 cet après-midi, nous allons accueillir le ministre de l'Immigration, M. McMallum. Alors, soyez tous là pour ce grand rendez-vous. Je pense que ça va être un point fort de notre journée. Et je vous souhaite de bonnes réflexions aujourd'hui et un bon travail. Merci. Merci beaucoup, Madame Lantier. Quand on m'a invité à animer cette journée aujourd'hui, on m'a demandé de dire quelques mots sur comment l'immigration francophone a changé mon milieu de travail, mon industrie au cours de ces dernières années. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que tout d'abord, je me suis rendu compte que ça fera bientôt 25 ans que je travaille dans le monde des médias francophones en Ontario. Et quand on se regarde dans le miroir, on commence à s'en rendre compte. Et quand j'ai croisé certains d'entre vous ce matin, je me suis rendu compte aussi que ça fait 25 ans qu'on travaille dans ce milieu-ci. J'ai travaillé tout d'abord à la radio et depuis maintenant presque une vingtaine d'années à la télévision. Il faut dire que la télévision, c'est une bête assez unique. On dit qu'une image vaut 1000 mots et c'est vrai, la télévision a un énorme pouvoir. Mais la télé, qu'on le veuille ou pas, a aussi tendance à être un milieu un peu superficiel, hein? Des commentaires comme qu'est-ce qui a pris un coup de vieux, ou qu'est-ce qu'elle a fait de ses cheveux, ou qu'est-ce qu'elle porte aujourd'hui. Et la télévision, qu'on le veuille ou pas, peut aussi être un médium simpliste parfois. Prenez une émission d'information, qu'elle soit en anglais ou en français. Après quelques minutes, on s'aperçoit assez rapidement qui détient le pouvoir dans une communauté, hein, parce qu'on les voit à la télé. Ce sont les politiciens, les hommes d'affaires, les universitaires. Souvent, c'est des hommes blancs. Et on se rend compte aussi assez rapidement qui vit en marge de cette société. C'est le jeune homme noir qui a volé le dépanneur du coin, la famille syrienne qui cherche des vêtements chauds pour l'hiver. Si un extraterrestre débarquait chez nous et regardait un bulletin d'information ce soir, il trouverait qu'on vit probablement dans un drôle de monde. Alors, si la télévision est un miroir de notre société, c'est aussi un miroir qui est drôlement déformé des fois. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les médias des immigrants francophones, il n'y en avait pas beaucoup. Mais assez rapidement, ça a commencé à changer. Il y a eu des Haïtiens, des Marocains, des gens d'Europe de l'Est et de plus en plus des francophones d'Afrique. Et là, je vais faire une petite parenthèse parce que quand je parle d'immigrants francophones, je pense qu'il y a deux sortes d'immigrants, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a les immigrants blancs et les immigrants issus d'une minorité visible. Et vous savez autant bien que moi que ce n'est pas pareil. Au début, ces immigrants francophones issus de minorités visibles, c'était exotique. On voulait leur faire une place dans nos émissions de radio et de télévision, surtout à la télévision, parce que ça se voyait, n'est-ce pas? Et on était rendu qu'on comptait le nombre de minorités visibles qu'il y avait dans nos émissions de télévision. Je me souviens, en 2001, je crois, on a fait une émission spéciale à TFO. On avait appelé ça « Les nouveaux franco-ontariens ». C'était 1 heure en direct avec public. Il y avait plus de 200 personnes dans la salle. On a eu des entrevues, des performances, de la bouffe d'un peu partout. C'était génial. C'était vraiment un franc succès. Puis à l'époque, c'était probablement la chose à faire d'introduire les minorités visibles à nos communautés. Mais si on faisait ça aujourd'hui, ce serait mal vu, ce serait dépassé, parce que les temps ont changé. Les immigrants ne sont plus une rareté. Les immigrants sont ici pour rester. Ils font partie de notre société. Ils sont nos amis, nos collègues de travail, nos voisins, et c'est devenu normal. Pour moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que d'interviewer, par exemple, un avocat haïtien, pas parce qu'il est haïtien, mais parce qu'il est avocat. Ou encore, j'étais à Winnipeg à l'automne et j'ai fait une émission complète avec un chercheur universitaire qui faisait des recherches sur comment tuer des superbactéries. Ça donne qu'il était de Côte d'Ivoire.
Et je pense que c'est ça qu'on souhaite voir dans nos émissions de télévision. Je ne veux pas dire qu'il ne faut jamais parler de dossiers qui touchent les immigrants, mais quand un immigrant peut cesser d'être uniquement un immigrant et peut être un citoyen à part entière, là, on aura fait des progrès dans les médias. L'autre grande question, et on me la pose assez souvent, c'est est-ce que les immigrants sont présents comme artisans dans les médias, dans les journaux, à la radio, à la télévision? Je dirais pour moi, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Je dirais encore une fois qu'il y a deux catégories d'immigrants qui travaillent pour les médias francophones en Ontario et probablement ailleurs aussi. Il y a les immigrants européens, les Français pour la plupart, qui réussissent très bien, que ce soit dans des postes de responsabilité, que ce soit à l'antenne. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, peut-être parce que notre industrie est basée sur la langue, sur l'écriture du français, sur le maniement du français oral, et les Français, les Belges, les autres Européens maîtrisent très bien la langue, et c'est pour ça qu'ils ont du succès dans les médias francophones à l'extérieur du Québec. Les immigrants de minorités visibles, je dirais, ont peut-être plus de difficultés à percer dans ces postes de responsabilité ou ces postes à l'antenne. Pour quelles raisons? Encore une fois, peut-être des différences culturelles, peut-être des différences au niveau de la formation. Pour certains, le français est peut-être une deuxième, une troisième langue. De l'incompréhension, sûrement. Je ne dirais pas que c'est du racisme, je pense que c'est plutôt de l'incompréhension. Mais je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que les immigrants, ces minorités visibles, prennent leur place au sein des médias francophones de la province, parce que les jeunes de nos jours ne voient pas les différences comme nous, on les voit ou qu'on les voyait. Quand les amis de mes enfants sont chez nous, c'est vraiment les Nations unies, la Chine, les Philippines, le Ghana, l'Égypte, tous les pays sont représentés. Moi, je m'en rends compte, mais mes enfants, pas du tout. Et ces jeunes-là vont accéder au marché du travail et ils auront une place dans les salles de nouvelles du pays. Pour les jeunes francophones qui veulent accéder dans les médias, je dirais qu'ils n'ont pas tout à fait les outils nécessaires encore pour travailler dans les médias. Il faudrait qu'ils aient un bon programme de médias, de journalisme dans le sud de la province, en français bien sûr, un programme universitaire, je dirais, qui leur permettrait d'apprendre la politique, l'économie, l'histoire, mais aussi un programme avec des laboratoires, des studios, des vrais stages et des mentorats. Alors, avec ces outils, les jeunes vont pouvoir obtenir des postes dans les médias francophones du pays et même sans le savoir, ils vont changer ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on voit à la télé et peut-être que ce miroir sera un peu moins déformé. Alors voilà, un petit récit très personnel sur comment mon milieu a vécu, ou comment moi j'ai vécu les 25 dernières années d'immigration francophone. Maintenant, je vais céder la parole à quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. Yves Frenette est professeur à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Il est chaire de la recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les communautés francophones. Dans ce survol historique, Yves Frenette va nous dire quels sont les constats qu'on peut faire et si les leçons du passé peuvent nous aider dans nos réflexions aujourd'hui. Alors, je cède la parole à Yves Frenette et il y aura une période de questions à la suite de sa conférence. Merci beaucoup, Gisèle. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. C'est pas souvent qu'un historien a l'occasion de s'adresser à un public d'intervenants communautaires, d'intervenants gouvernementaux. Et donc, je vous remercie de cette occasion. Vous allez voir que mes propos diffèrent de ce que vous entendez habituellement parce que je suis iconoclaste de nature. J'aime prendre des problèmes d'un angle différent et aussi parce que je suis historien. Laissez-moi voir si je peux faire... Bon, c'est ça. Je suis historien, ce qui veut dire que pour moi, ce qui vous apparaît comme étant un passé éloigné, pour moi, c'est un passé, c'est il y a 1 heure, c'est il y a 1 heure et demie. Pour moi, les derniers 10 ans, par exemple, pour un historien, les derniers 10 ans dans le domaine de l'immigration francophone, c'est tout récent.
un historien, une historienne, nous avons une perspective, nous aimons remonter dans le temps. Donc, moi, je suis historien, j'étudie les migrations francophones depuis environ 25 ou 30 ans. En passant, je suis né au Québec, j'ai vécu aux États-Unis dans un milieu minoritaire francophone, en Nouvelle-Angleterre, dans la Franco-Américanie. J'ai vécu pendant 20 ans en Ontario et maintenant, depuis 3 ans, je suis au Manitoba français. Donc, mon point de vue, il est différent aussi parce que je travaille beaucoup à partir de l'expérience des immigrants eux-mêmes, des migrants eux-mêmes. J'appartiens à cette école d'historiens qui postule que l'autonomie, que les individus ont une autonomie, une grande autonomie d'action. Une autonomie d'action, bien sûr, qui est relative, dépendant des structures, dépendant des contraintes dans lesquelles ils œuvrent. Mais ce que l'histoire nous apprend, c'est que même pour les migrants qui travaillent, qui œuvrent, qui évoluent dans des contextes qui sont très contraignants, et là, on donne l'exemple le plus probant dans l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'esclavage, grande migration forcée, même en milieu de l'esclavage, un milieu qui est extrêmement répressif, les individus, les immigrants, les immigrantes elles-mêmes réussissent à trouver un champ d'autonomie et un champ d'action. Donc, c'est à partir de ce point de vue-là que j'étudie la migration francophone sur le continent nord-américain, récent au Canada, bien sûr, dans le passé lointain et aussi dans le passé récent. Aujourd'hui, je vais utiliser une perspective qui est une perspective nationale, celle qui nous intéresse, là, la perspective des immigrants francophones en milieu minoritaire à l'extérieur du Québec, mais c'est un petit peu quand on parle d'immigration, si j'avais le temps de faire un portrait complet, si j'avais 3h30 au lieu d'avoir une demi-heure, il faudrait naturellement que je tienne compte de divers événements du contexte mondial de l'immigration. Et finalement, c'est probablement une question de terminologie. Pour moi, l'histoire ne donne pas de leçons parce que les situations, même s'il y a je vais en faire aujourd'hui, je vais faire des parallèles entre les migrations francophones du passé et les migrations contemporaines, même si il y a des situations qui se ressemblent, elles ne sont pas exactes. Je ne parlerai pas de leçons, je parlerai plutôt d'une perspective différente. D'une perspective, quand on a la perspective du passé, on voit les choses de façon différente dans ce qui, pour les questions très, très, très actuelles. Alors, ma perspective est diachronique, c'est-à-dire que je prends le temps long, et premier constat, c'est que les mouvements migratoires sont le principal facteur qui configure les communautés francophones. Vous allez me dire, bien oui, bien sûr, on le sait, depuis 1970, depuis les années 60, les années 70, le monde occidental, le Canada, les minorités francophones, nous sommes reconfigurés par cette immigration internationale. Mais, en général, on ne tient pas compte du fait que si on est... Et en fait, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on oppose la situation avant. Avant, nous étions des Canadiens français, ou des Acadiens, des francophones qui étions sédentaires. Et là, soudainement, il arrive une vague migratoire. De mon point de vue, rien n'est plus faux. Nous sommes, et nous, collectivement,
nous sommes un peuple de migrants et d'immigrants. Pour moi, quand je regarde la dernière vague migratoire, qui est la grande vague depuis les années 1980-1990 dans les minorités francophones, ce n'est que la dernière vague de plusieurs vagues migratoires. La première vague, c'est ce qu'on appelle les migrations pionnières en Acadie et au Québec, pour s'en tenir au Canada, où des migrants sont venus de France et ont jeté les bases de société. Ils ne se voyaient pas comme des migrants, ils ne se voyaient pas comme des immigrants, ils se voyaient comme des colons, ils se voyaient comme des gens qui venaient coloniser parce qu'ils ne tenaient pas compte du tout du fait qu'avant eux, il y avait depuis des millénaires des civilisations amérindiennes dans le territoire qu'ils étaient occupés. Mais ils avaient des comportements qu'on peut comparer aujourd'hui au comportement d'immigrants très, très, très récents. La deuxième grande vague, et là je passe très rapidement, c'est la vague migratoire entre le milieu du 19e siècle et les années 1930-1940. C'est la vague qui a donné naissance aux communautés francophones d'aujourd'hui. Hein? La plupart des francophones canadiens qui vivent à l'extérieur du Québec, à l'exception des Acadiens, la plupart de ces francophones, leurs ancêtres sont arrivés en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, etc., dans les années 1890, dans les années 1900, dans les années 1920. Et, autrement dit, c'est peut-être simpliste ce que je vais vous dire, mais s'il n'y avait pas eu de migration, il n'y aurait pas de communauté francophone. Et non seulement cela, mais il ne faudrait pas imaginer qu'une fois que des gens qui sont partis d'un petit village du Québec et qui sont venus s'établir en Saskatchewan, par exemple, on s'installe et que ça bouge pas pendant 2 ou 3 générations. Non, la mobilité géographique, elle est très, très grande. La mobilité géographique en 1900, elle est plus grande qu'elle l'est maintenant, en fait. Si on peut étudier de façon quantitative les déplacements des gens, nous réalisons que nous sommes un peuple de migrants. Et que la mobilité géographique pour les ancêtres de beaucoup de Canadiens français et d'Acadiens, c'est une stratégie, ça fait partie de leur vécu. Le problème, c'est que nous n'avons pas ça dans notre mémoire. Notre mémoire collective, elle ne tient pas compte, on ne se souvient plus de nos origines migratoires. Donc, un certain nombre de francophones, quand ils regardent la situation aujourd'hui et qu'ils voient arriver des immigrants, ils se disent « Ah, mais nous, on est ici depuis très, très longtemps et eux sont des nouveaux venus et ils ont de la difficulté à saisir le vécu des immigrants. Mais s'ils connaissaient quel a été le vécu de leur grand-oncle, de leur grand-tante, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, ils pourraient faire des parallèles. Au Québec, moi je suis originaire d'un petit village de la région de Québec où à chaque génération, il y a à peu près 35-40% des gens qui sont partis. On ne se souvient plus des gens qui sont partis. Bien sûr, ceux qui sont partis récemment pour aller à Québec, à Montréal, à Toronto, on s'en souvient, mais la génération de mes
ceux qui sont partis à la génération de mes grands-parents, on ne s'en souvient pas. Au Québec, l'immigration est vue comme un échec. Si les gens sont partis, c'est parce qu'il y avait un problème au Québec, donc on voit ça comme étant un échec. Et en fait, c'est pas seulement au Québec, les communautés francophones partout au Canada se sont construites sur le discours de l'ancrage et de la permanence. Et bien sûr, politiquement, c'est important. Politiquement, face à la majorité anglophone, il faut dire que c'est important de dire, nous sommes là depuis très, 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 très longtemps et nous sommes ancrés ici. Et là, je vous réfère aux travaux novateurs de ma collègue Monica Heller de l'Université de Toronto qui, avec son équipe, a creusé cet aspect-là. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a des enjeux financiers, comme je le disais tout à l'heure, il y a des enjeux politiques liés à cette question de populations qui sont bien ancrées dans leur territoire. Et le discours scientifique, il reprend beaucoup. Ça commence à changer, mais pendant très, très longtemps, on présentait les Canadiens français, les Acadiens, à l'exception, bien sûr, du drame de la déportation, comme des peuples qui étaient stables démographiquement et qui étaient sédentaires. J'ai dit que la deuxième grande vague migratoire, c'était en gros entre le milieu du 19e siècle, 1840, 1850 et 1940. Il y a eu une certaine période d'accalmie, mais dès la fin des années 60, dès les années 60, il y a un renouveau migratoire et là, je déplace ma lorgnette vers le Canada en général, pas seulement vers les minorités francophones. Contexte postcolonial, contexte de l'indépendance des anciennes colonies européennes. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, ce sont les anciennes colonies de la France et de la Belgique. Accroissement des migrations sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. 1962, grande transformation dans nos politiques migratoires, les politiques migratoires canadiennes. Pour la première fois, le critère de l'origine nationale est aboli de la loi sur l'immigration. 1967, parrainage des membres de la famille par des immigrants déjà établis au Canada. Et le Canada, comme les autres pays occidentaux, il y a de nouvelles vagues migratoires. Le Canada reçoit de plus en plus d'immigrants et ce sont des immigrants qui ne viennent plus seulement d'Europe, mais qui viennent aussi de pays en voie de développement. Et ce qu'on voit aussi, ce n'est pas l'apparition, mais c'est un nouveau discours qui devient central dans la société canadienne et qui lentement progresse, le discours sur la diversité. Nos communautés connaissent aussi ce bouillonnement sociopolitique au point de vue éducationnel, au point de vue politique, au point de vue constitutionnel, au point de vue socio-économique. Toutes les minorités francophones, et on n'a pas le temps de prendre chacune d'entre elles, toutes les communautés francophones connaissent de grandes transformations dans les années 60 et 70, et en général, ce sont des transformations qui sont positives. Je mentionne 2 éléments seulement. En 1988, refonte de la loi sur les langues officielles, qui donne plus de mordant à la loi, et refonte de la loi sur le multiculturalisme. Bien sûr, les leaders, les chefs de file, hommes et femmes, des communautés francophones minoritaires sont bien conscients de ce qui se passe et la FCFA en 1990 déclare, et je pense que c'est important de lire la citation, « Il importe
pour les communautés que les immigrantes et les immigrants, anciens et nouveaux, adhèrent de leur plein gré et sans aliénation à la caractéristique nationale de la dualité linguistique. Et ça, c'est un tournant qui est très, très, très important, en fait, dans la vague migratoire, qui est cette dernière vague migratoire qui nous intéresse, la vague migratoire contemporaine. On peut tracer les origines de cette vague à la fin des années 80 et au début des années 90. Et la FCFA commandite un rapport à Stacy Churchill et à Isabelle Caprielian-Churchill, un rapport qui va paraître en 1991 sur les communautés francophones et le potentiel de l'immigration francophone. Je vous lis une courte citation. Notre analyse repose sur les prémices qu'il est de l'intérêt de tous les francophones que le potentiel humain représenté par les immigrants francophones vienne se joindre aux communautés déjà existantes, et c'est moi qui souligne, afin de renforcer la francophonie canadienne. À partir de ce moment, l'immigration francophone est liée au développement et même à la survie des communautés francophones. Donc, il y a une instrumentalisation. L'immigrant, il doit servir une cause qui est la cause du développement des communautés francophones. Une instrumentalisation comme ça, ce n'est nullement unique. La plupart des pays fondent leur politique migratoire, leur politique d'immigration sur un apport. En général, c'est l'apport économique et on regarde ce qui se passe aux États-Unis présentement. On voit justement toute la discussion autour de l'immigration est sur l'apport des immigrants. Et le rapport Churchill, il incite la FCFA et les associations provinciales à mettre en œuvre des lignes directrices en matière d'immigration et en matière de pluralisme. Je ne tracerai pas toute l'historique de la mise en œuvre du rapport Churchill. Je vais parler simplement des débuts. Dès ce moment, la FCFA, en partenariat avec Citoyenneté et Immigration Canada, fait la promotion de l'immigration francophone, particulièrement dans les communautés qui sont fragiles au point de vue démographique. En même temps, il y a une transformation progressive du discours minoritaire vers un discours inclusif sur la citoyenneté. Et le mandat de Diane Adam comme commissaire aux langues officielles entre 1999 et 2006 est fondamental parce que Diane Adam adhère à cette idée de faire de l'idée de l'immigration un outil de développement pour les communautés francophones et les minorités, dans l'optique de la commissaire aux langues officielles, les minorités de langue officielle doivent bénéficier des mêmes avantages que l'immigration apporte à la majorité anglophone au Canada. L'approche, encore une fois, est là. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que l'immigration qu'une approche intégrée soit mise en œuvre dans le domaine de l'immigration francophone. Approche intégrée au niveau des objectifs, approche intégrée au niveau des règlements, approche intégrée au niveau des politiques et, ce qui était qui est fondamental, et je pense que c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est que ça se fasse
avec la participation des communautés. Et c'est en 2002, je vous le rappelle, que est créé le comité directeur CIC, Communauté francophone en situation minoritaire. On s'arrête ici en 2002 et on regarde la situation maintenant. Ce ne sont pas mes chiffres à moi, ce sont les chiffres d'un rapport de Hull et d'autres collègues, un rapport qui vient de Statistique Canada. Quelle est la situation en 2011? D'abord, le poids du Québec, hein, qui dans ce domaine aussi est très, très lourd. 80%, les 4/5 des immigrants francophones vivent au Québec, 650 000. Nous avons fait, dans les communautés à l'extérieur du Québec, nous avons fait de grands progrès. Nous avons presque doublé le nombre d'immigrants, dépendant de quels critères on utilise. Environ, on avait en 1991 environ 40 000 immigrants. Maintenant, il y en a environ 75 000, donc ça a presque doublé. Le pourcentage, la proportion des immigrants au sein de nos communautés a aussi presque doublé. Hein, on est passé de 6% à 12% à peu près. Il n'y a pas beaucoup de changements dans l'origine géographique des immigrants entre 91 et 2011, voyez-vous, je suis un historien, 1911-2011. Sur les 10 pays, je n'en ferai pas la liste, sur les 10 pays qui, en 1991, envoyaient au Canada le plus d'immigrants, 8 se retrouvent encore dans la liste en 2011. L'Italie et la Suisse sont les 2 pays qui ont été remplacés par la République démocratique du Congo et par l'Algérie. Mais, et c'est quelque chose dont nous sommes tous conscients, la part de l'Europe, la part des immigrants francophones européens a décliné. Elle est passée d'à peu près de la moitié à 35%. Donc, 65% des immigrants francophones au Canada en 2011, qui sont les derniers chiffres que nous proposons, viennent de pays autres que l'Europe, de continents autres que l'Europe, surtout l'Afrique. Je délaisse un instant la situation contemporaine et je remonte en 1870. En faisant un focus sur l'Ouest canadien, sur la prairie, sur les 3 provinces de la région des prairies, c'est-à-dire Manitoba, Saskatchewan, Alberta. En 1869, lorsque le Canada achète du gouvernement anglais et de la Compagnie de la baie d'Hudson les territoires qui sont situés entre l'Ontario et les montagnes Rocheuses, il y a volonté d'annexer cette partie du territoire pour faire un Canada d'un océan à l'autre. C'est à ce moment que les habitants de la région, les métis, hein, des francophones et des anglophones, mais surtout des francophones, qui sont métissés parce que leurs ancêtres paternels étaient français, aux Canadiens français et leurs ancêtres maternels sont amérindiennes. Sous le leadership de Louis Riel, il y a une résistance armée qui s'organise, qui va connaître le succès et qui va déboucher en 1870 sur la création de la province du Manitoba. Au même moment, mais même avant, des colons anglo-protestants, anglophones et protestants de l'Ontario, des migrants anglophones et protestants de l'Ontario, regardent depuis longtemps le Manitoba et l'Ouest pour pouvoir poursuivre leur expansion. Puis, presque immédiatement, le gouvernement canadien met en place
une politique très agressive pour recruter des immigrants européens, parce que les immigrants européens ne suffiront pas pour peupler l'Ouest. Et pourquoi c'est si important de peupler l'Ouest? Pour des raisons économiques, mais aussi, on est en 1870, pour s'assurer qu'il n'y aura pas une expansion américaine vers l'ouest du Canada. On peut dire que les politiques migratoires du gouvernement canadien entre 1867 et 1914 sont un grand succès. On peuple la prairie et on peuple rapidement la prairie avec des immigrants qui viennent de partout, mais qui ne viennent pas beaucoup de pays francophones. Pour cette raison, la hiérarchie franco-catholique de l'Ouest met en place, les évêques de l'Ouest, Monseigneur Taché en tête, archevêque de Saint-Boniface, mettent en place des politiques pour préserver et renforcer le fait franco-catholique dans l'Ouest. Ces politiques, ce sont des politiques, il y a 3 politiques en fait. Première politique, c'est ce qu'on appelle le peuplement en bloc, c'est-à-dire qu'autour de Saint-Boniface, autour de Winnipeg, en s'appuyant sur les communautés métisses de langue française qui existent déjà, on va renforcer ces communautés par l'immigration francophone, et ces communautés pourront jouer un rôle, Saint-Boniface et la région environnante pourront jouer pour l'Ouest le rôle que l'évêque Taché et ses collègues considèrent comme un rôle essentiel, le même rôle que le Québec jouait à l'époque pour le reste de l'Amérique du Nord francophone. Ce peuplement en bloc, toutefois, fonctionne relativement bien au Manitoba, mais quand on arrive en Saskatchewan, le territoire est trop grand, Saskatchewan et en Alberta, on modifie cette politique de peuplement en bloc pour créer un peuplement en chaîne. On n'essaiera pas de renforcer seulement un bloc de francophones, mais nous allons créer des communautés à la grandeur des provinces des prairies, des prairies, et ces communautés, elles vont être liées. Il va y avoir une chaîne de clochers, comme on dit à l'époque, et ce qui va permettre de conserver les acquis francophones, mais aussi de rendre la prairie encore plus francophone. Et pour ce faire, on va recruter des immigrants francophones au Québec, aux États-Unis. Aux États-Unis, ce sont des Canadiens français qui ont déjà migré du Québec vers les États-Unis et on va les ramener dans l'Ouest, ou les amener dans l'Ouest, parce qu'ils avaient quitté le Québec, on va les ramener au Canada. Et quand on se rend compte que les Québécois ne répondent pas à l'appel autant qu'on le désirait, même chose pour les Canadiens français qui sont déjà émigrés aux États-Unis, on se tourne vers l'Europe francophone, surtout la France, mais aussi la Belgique et la Suisse. La réalité, alors ça c'était les politiques migratoires. La réalité du peuplement francophone, c'est que ça va avoir un succès très mitigé. Bien sûr, et c'est la base de la majorité des communautés des prairies aujourd'hui, bien sûr, il va y avoir une colonisation, un peuplement des prairies par des franco-catholiques. Parce que nous sommes, peut-être que je devrais préciser, nous sommes en 1870, 80, 90, 1900. Donc, le fait catholique, le catholicisme est aussi important que, et peut-être même plus dans certains cas, que le fait de parler français dans l'identité des Canadiens français. Donc, succès mitigé. Regardons un petit peu plus pourquoi le succès est mitigé. C'est qu'il y a des métis qui vont quitter. Parce que quand il y a l'invasion anglo-protestante
dans les années 1870-1880 du Manitoba, puis de ce qui va devenir la province de Saskatchewan et d'Alberta, les Métis, leurs droits ne sont pas reconnus, notamment leurs droits fonciers. La loi du Manitoba qui avait créé la nouvelle province leur garantissait des droits, mais en pratique, ce n'est pas garanti. Il y a même de la violence physique. Si on lit les journaux de l'époque, il y a des Métis qui se font battre constamment sur la rue. Il y a même des meurtres. Et donc, il y a un certain nombre de Métis, pas tous bien sûr, il y a un certain nombre de Métis qui quittent pour les États-Unis, le Minnesota, les Dakota, le Montana. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les francophones ne répondent pas à l'appel en aussi grand nombre que les évêques le voudraient. Les Canadiens français du Québec, ils ne vont pas dans l'Ouest parce qu'ils préfèrent aller en Nouvelle-Angleterre, parce que c'est moins loin, et parce qu'ils ont des emplois industriels dans les manufactures. Aussi, le succès est très mitigé de la politique des évêques, parce que le fait que les politiques du gouvernement canadien sont si efficaces fait qu'on n'aura pas le temps de peupler entre deux clochers canadiens-français, ou métis, on n'aura pas le temps de peupler avec des francophones. Il y a des immigrants de d'autres groupes qui rapidement vont mettre sérieusement en question la pratique du peuplement en chaîne. Et aussi, et je pense que c'est important, il y a bien des francophones, des Canadiens français, des Français, des Belges, qui ne s'installeront pas dans les communautés où les autorités ecclésiastiques auraient voulu qu'elles s'installent, ou les régions où on aurait voulu qu'elles créent des communautés francophones. Dans le sud de l'Alberta, par exemple, qui n'était pas du tout dans la mire des évêques de l'Ouest, il y a des Canadiens français et des Français qui choisissent de s'y établir ou qui, après s'être établis au Manitoba, vont décider de partir dans une région où il n'y a pas d'infrastructure francophone. Bien sûr, l'épiscopat va essayer de leur fournir cette infrastructure. Et aussi, bien des Franco-Européens. Et là, je suis en train de faire des recherches sur cet aspect-là. Bien des Franco-Européens, ils n'adhéreront pas au projet national des élites francophones, des élites canadiennes, françaises de l'Ouest. Ils vont choisir, entre autres choses, par exemple, le discours sur les écoles, d'envoyer les enfants à l'école française, va les laisser froids et ils vont décider d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Et dans certains cas, ils vont même lutter contre l'implantation d'écoles francophones. On ne sait pas, est-ce que c'est une majorité, est-ce que c'est une minorité? Et parmi les Franco-Européens qui sont venus s'établir dans l'Ouest, les Français, les Belges, il y a eu de grands leaders de la communauté francophone. Ah donc c'est pas le portrait, il est tout en nuances. Je reviens au 21e siècle et je vous propose deux idées. La première idée, c'est qu'il faut qu'on redécouvre le passé migratoire des francophones du Canada pour faciliter le dialogue interculturel avec les immigrants actuels. Et peut-être, c'est pas la seule façon de le faire, bien sûr. Le dialogue interculturel, il doit prendre... Il y a plusieurs moyens de faciliter le dialogue interculturel, mais si on essayait de réconcilier les mémoires,
ce serait une façon de nous rapprocher davantage. Bien sûr, on n'inventera pas ce qui n'a pas existé. Je ne vous dirai pas que avant 1970, que la majorité des immigrants n'étaient pas catholiques et n'étaient pas blancs. La majorité des immigrants, avant 1970, ils étaient blancs et ils étaient catholiques. La majorité, comme je vous l'ai dit, le grand défi, c'est de faire prendre conscience aux francophones nés au Canada que leur passé migratoire n'est pas très, très, très lointain. Et je souligne, j'ai assisté à Saint-Boniface à l'automne à une activité qui m'a beaucoup impressionné. L'Union nationale métisse et l'accueil francophone ont créé ce qu'ils appellent, je pense que ça s'appelait les rendez-vous, c'est les grands-mères métisses et africaines. Ça part de la base et c'est merveilleux ce qu'ils ont fait pendant plusieurs semaines. Ils avaient une facilitatrice qui a montré les points de convergence entre les cultures métisses de l'Ouest et les cultures africaines. Et c'était même émouvant. Alors, je pense que c'est le genre d'action à laquelle on peut penser. Ma deuxième idée, je vais la développer parce que je ne voudrais pas être accusé d'être anti-immigration francophone. Ce n'est pas ça du tout. Au contraire, je crois qu'il devrait y avoir plus d'immigrants francophones qui viennent au Canada. Mais je pense qu'il faut diversifier le discours d'instrumentalisation des immigrants francophones comme outil de survie et de développement. Je reviens à l'idée qu'on n'entend pas beaucoup dans le cas de l'immigration francophone contemporaine, que les immigrants sont pour moi, et je me trompe peut-être, en dernière instance, les immigrants sont les agents de leur propre destinée. Et il y a des indices, je ne parlerai pas de preuves, ce serait trop, mais il y a des indices qui nous montrent que les immigrants actuels sont les agents de leur propre destinée. Par exemple, un grand nombre qui sont destinés au Québec, pas un grand nombre, un certain nombre de ceux qui sont destinés au Québec partent et viennent dans nos communautés. Et le contraire ne se produit pas. Le solde migratoire des immigrants francophones, Québec reste de la francophonie, est favorable aux communautés francophones. Les immigrants choisissent de s'établir dans des grands centres urbains qui, traditionnellement, à quelques exceptions, qui, traditionnellement, n'étaient pas des bastions de la francophonie. 2/3 des immigrants, vous le savez, probablement, sont à Toronto, Vancouver et Ottawa. Au niveau du comportement langagier, je reviens, c'est toujours selon le rapport de Hull et compagnie qui est fondé sur une analyse qui est bien faite, je pense, du dernier recensement. 48% des immigrants francophones parlent surtout le français à la maison. 30% parlent surtout l'anglais. 20% parlent une autre langue. Et là, c'est crucial, ce 20% qui parlent une autre langue. Qu'est-ce que leurs enfants ou eux, dans quelques années, quelle langue parleront-ils? Parleront-ils anglais ou français? Et là, ça se compare pour les francophones nés au Canada environ à 61%. Ce qui veut dire que les immigrants font des choix qui sont basés sur leurs besoins.
Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut diversifier le discours sur l'immigration francophone pour ne pas créer des attentes qui sont trop grandes. Et c'est un poids énorme à mettre sur des gens qui arrivent. C'est un poids énorme d'en faire des outils importants de développement. Je pense qu'il n'y a pas seulement des... On pourrait, par exemple, insister davantage, on a commencé à le faire, je pense, avoir davantage de considération humanitaire dans notre discours. Ma peur, et je suis très content que ça ne se soit pas produit, c'est que si on avait un gouvernement qui deviendrait tiède ou carrément hostile à l'immigration francophone, on regarderait les chiffres et on pourrait trouver dans les chiffres des éléments qui nous disent « Ah, il ne renforce pas la francophonie autant qu'il le devrait. » Et c'est ça ma peur. C'est peut-être une peur, c'est peut-être une inquiétude qui n'est pas fondée, et j'espère beaucoup que je me trompe, mais c'est pour ça que en m'appuyant sur ce que je connais de l'immigration francophone et des phénomènes migratoires, j'aurais pu donner d'exemples d'autres groupes, je pense qu'il faut le moins possible instrumentaliser l'immigration francophone. Merci. Merci beaucoup. Peut-être, Yves, si vous voulez vous asseoir, parce que c'est la période de questions-réponses. Et je sais pas, mon petit doigt me dit que si on pouvait retourner aux deux idées, l'avant-dernier tableau, là, oui. Parce que c'est peut-être celui-là qui va susciter le plus de questions de la part des gens dans la salle. En attendant, moi, je veux juste souligner la présence de l'honorable Lena Matledge-Diab, qui est la ministre de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse, qui est avec nous. La voilà. Peut-être restez debout. Vous n'êtes pas très grande, mais restez debout. Alors, elle sera avec nous pour un petit moment ce matin. Bienvenue parmi nous. Alors, maintenant, je vais... déjà, des gens qui sont au micro. Alors, ce qu'on vous demande, des gens ici à la salle, c'est de vous présenter au micro. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez et n'oubliez pas de poser une question. Et si vous êtes à votre ordinateur en web diffusion, vous pouvez envoyer votre question à info@fcfa.ca. Alors, on a une période d'à peu près une vingtaine de minutes. Allez-y, monsieur. Bonjour, Christian Oval, réseau de soutien à l'immigration francophone du nord de l'Ontario à Sudbury. Moi, j'aimerais demander qu'est-ce qu'on pourrait apprendre du plan Gordon, la dernière grande vague d'immigration francophone dans les grandes terres argileuses du nord de l'Ontario, ce que maintenant un bastion francophone comme Hearst, Kapuskasing. Moi, je vois le potentiel dans les régions comme ça, ce qu'il y a une grande demande, où ce qu'on pourrait combler les besoins des francophones. Oui, je n'ai pas mentionné le plan Gordon, qui est dans les années 30. Le plan Gordon, peut-être juste un petit peu de contexte, dans les années 30, il y a eu un mouvement de retour à la terre partout au Canada, étant donné que le chômage frappait partout au Canada, mais frappait particulièrement dans les villes. Nous étions à ce moment-là dans un contexte qui était socio-économique dans le nord du Canada, particulièrement dans le nord de l'Ontario, qui était différent. C'est-à-dire qu'il y avait encore une industrialisation qui était très, très forte par le biais de la forêt, par le biais des mines. Alors, présentement, je vois moins le potentiel qu'il y aurait pu avoir dans les années 30, à moins qu'on se donne au Canada, qu'on se donne une politique pour développer, mais de façon intégrée,
des régions, les régions dans le nord du Canada. OK. Prochaine question, micro. Allez-y. Jacinthe Lemire, je suis à l'île du Prince-Édouard. La crainte que vous avez mentionnée à la toute fin de votre présentation, je pense que je l'ai aussi. Je ne sais pas si elle est fondée non plus, mais ma question, en fait, un peu en lien avec ça. Selon vos connaissances ou les statistiques, est-ce que le taux de rétention linguistique des nouveaux arrivants qui sont dans les vagues des années 90 jusqu'à aujourd'hui est plus fort que dans l'ancien temps, ou est-ce que c'était plus les catholiques qui faisaient les migrations et qui s'occupaient de l'immigration? Bon, alors, je pense qu'il y a deux volets à votre question. D'abord, c'est que on a toujours eu des problèmes de conservation linguistique dans les minorités francophones à l'extérieur du Québec. On les voyait beaucoup moins. On les voyait moins parce qu'on n'avait pas d'outils, on n'avait pas de statistiques. Hein. Nos premières statistiques, elles remontent sur les langues au Canada. Elles remontent à 1931 et elles ne sont pas du tout aussi sophistiquées que ce qu'on peut avoir maintenant si on prend le recensement de 2011. Et on sait, par exemple, qu'à l'île du Prince-Édouard, il y a eu énormément de transferts linguistiques et d'anglicisation dès la fin du 19e et le début du 20e siècle. Mais en général, je pense qu'on peut avancer que les transferts linguistiques vers l'anglais sont plus grands maintenant qu'ils l'étaient il y a 80 ans, 50 ans, 60 ans, bon, pour des raisons que vous connaissez, qui ont beaucoup à voir avec les communications. Le deuxième volet de votre question, c'est que présentement, et là, je vais être très, 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 très prudent, parce qu'on n'a pas beaucoup d'études sur la question. Présentement, si on compare les francophones nés au Canada, et là, j'exclus le Québec, les francophones nés au Canada et les francophones nés à l'extérieur du Canada, ceux qui sont nés à l'extérieur du Canada ont un taux de transfert vers l'anglais qui est relativement plus élevé. Donc, la rétention, elle est un peu moins grande chez les immigrants que chez les francophones qui sont nés au Canada, mais on n'a pas beaucoup d'études. Alors, il faut faire très, très, très attention, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait davantage être en mesure d'étudier. Ça va, merci. J'ai encore ce micro-là. Je pense qu'il n'y a personne à celui-là. Allez-y. Serge. Bonjour. Oh, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. OK, excusez-moi. Je regardais le micro derrière vous. Allez-y ici, puis ensuite on passera au micro ici. Bonjour, Serge Paul du Conseil scolaire Viamonde. On couvre le centre-sud-ouest de l'Ontario. Merci beaucoup pour la conférence, c'est très très intéressant. J'aime beaucoup vos deux idées pour le XXIe siècle. Ma question et ma remarque, c'est que vos deux idées partent du principe que les immigrants viennent au Canada pour être francophones. Et d'après mon expérience et d'après ce que je vois, à part s'ils vont au Québec, quand ils viennent ici, si c'est pas 10% d'eux qui restent francophones, le reste vit comme un anglophone. Donc, ces deux idées seraient intéressantes si effectivement, quand des immigrants d'Afrique ou de France qui se définissent pas comme francophones, parce que chez eux c'est pas du tout comment dire, ils ne défendent pas leur langue, elle est déjà là. Donc moi en tant que Français par exemple, je peux vous le dire, j'ai appris à être francophone en venant au Canada. Même si francophone ça veut dire parler français, mais voilà, moi j'ai appris à être francophone en venant ici. Donc un immigrant effectivement en venant ici, il n'est pas francophone, il parle français, mais il n'est pas francophone ou il n'a pas cette culture-là. Donc si nous on veut les embarquer dans ces deux idées-là, comment faire, entre guillemets? Je ne sais pas si ma question... Je vous vois hocher de la tête, donc je vois que vous êtes d'accord avec moi. Mais
Je suis d'accord avec vous en partie. D'abord, mon propos, ce dont je vous parlais aujourd'hui, je vous parlais des immigrants qui viennent de régions ou de pays francophones du monde et qui, est-ce qu'ils le choisissent ou, mais en tout cas, qui se retrouvent chez nous. Et donc, je suis d'accord avec vous que dans bien des cas, dans certains cas, ils n'arrivent pas ici avec une conscience identitaire ou même une conscience linguistique. Je pense qu'il faut faire attention pour ne pas généraliser. Il y a des immigrants on en connaît tous, qui arrivent ici avec une conscience francophone et une conscience linguistique. Le problème, c'est, et je ne vous apprends rien, le problème, c'est le même problème qui est encore plus aigu, je pense, pour les immigrants. Le problème de vivre dans un monde anglophone, qui est encore plus aigu chez les immigrants, parce qu'il y a toute la panoplie des problèmes sur lesquels vous travaillez, reconnaissance des diplômes, trouver un emploi, etc. Alors, je suis d'accord avec vous en partie. Je continue à penser que les deux idées sont valables, mais il est bien certain que si quelqu'un arrive avec l'idée qu'il n'est pas question qu'il vive en français, qu'il veut vivre en anglais, là, le défi est beaucoup plus grand. Okay. Oui, excusez-moi encore une fois, allez-y. Oui, bonjour. Mon nom est Kassim Doumbia, je viens de Shippagan, au Nouveau-Brunswick. Juste une question par rapport au point 2 de votre idée en termes d'instrumentalisation du discours. Faut dire que les messages véhiculés par nos gouvernements, autant provinciaux que fédéraux, sont basés sur l'immigrant comme agent de développement et de survie pour nos communautés. Et également, les politiques qui sont mises en place présentement sont visées vers ce type d'immigration. Dans le concret, de quelle façon vous pourrez voir qu'on pourrait changer ce discours autant au Canada dans son ensemble et dans nos différentes communautés? J'ai presque envie de vous dire en boutade que c'est pas mon rôle. Mais je vais quand même. Je pense que ici je parlais au niveau des politiques, je n'ai vraiment pas la compétence pour le faire. Au niveau du discours, je pense qu'il faut saisir toutes les occasions pour rappeler au gouvernement, aux différents gouvernements, que ce discours que l'immigrant comme agent de développement n'est pas la seule alternative. Et peut-être qu'on peut, présentement, en contexte avec la crise des réfugiés syriens, peut-être qu'on a des gouvernements qui seraient un petit peu plus à l'écoute, malgré que je suis pas naïf, comprenez bien, je suis pas naïf, mais on a des gouvernements qui seraient peut-être plus à l'écoute qu'avant la crise sur les réfugiés syriens. Ça va? Oui, monsieur, allez-y. Oui, bonjour. C'est Paula Mulatrice, Université d'Alberta. J'ai craint fort que je ne rejoigne la question qu'il vient de poser. Je m'étais levé avant qu'il me pose la question, mais n'empêche que je la repose. Je commence par le dernier aspect qu'il a mentionné. Est-ce que vous pensez-vous sérieusement que ce discours d'instrumentalisation, les communautés francophones peuvent faire exception par rapport au discours? Finalement, je me rends compte que c'est un discours mondial quand vous regardez ce qui se passe en Allemagne et en Europe. Dans quelle mesure les communautés francophones peuvent-elles faire exception par rapport à ce discours qui est le discours ambiant? Et puis, deuxième question que j'aimerais poser. Je comprends bien que les taux de transfert linguistique soient forts dans les nouvelles communautés, les communautés nouvellement arrivées. C'est réel, on le sent. Mais si on creuse plus profondément, je sais qu'il n'y a pas d'études. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est lié plutôt aux conditions aussi? Je crois que vous l'avez mentionné, les conditions socio-économiques qui sont de nature à favoriser ce taux de transfert, qu'on regarde tous les discours dans les milieux scolaires, dans les milieux professionnels, qui font que ces gens qui arrivent, peut-être se sentent moins accueillis d'une certaine façon, que la seule opportunité qui se présente, c'est peut-être ce transfert vers les communautés francophones qui favorise finalement un transfert linguistique plus élevé parmi les jeunes. Je commence, Paulin, par votre deuxième question.
Ben, je suis entièrement d'accord. Je pense que j'ai peut-être juste donné un petit élément, mais je suis entièrement d'accord que ce sont les conditions socio-économiques et parfois les problèmes d'accueil que reçoivent les immigrants qui font qu'ils vont davantage, et là je simplifie, qu'ils vont davantage vers le monde anglais. Je suis entièrement d'accord. Et ce que vous me dites, en fait, je pense, vous me dites gentiment dans votre première question, que je suis un peu naïf de penser qu'on pourrait changer des politiques qui sont fondées sur le discours d'instrumentalisation. Peut-être, mais en même temps, je pense qu'il y a possibilité d'apporter beaucoup plus de nuances au discours. Ce n'est pas une réponse satisfaisante, mais c'est la seule que je peux vous donner. Donc, c'est de nuancer le discours pour, dans le fond, je pense que c'est pour avoir les mêmes résultats, par exemple. Ah ben exactement, exactement. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Non, ben c'est beau. Alors, moi, je tiens à remercier Yves Frenette pour cette conférence très intéressante. Merci aussi aux gens de la salle pour leurs questions. Merci de vos réponses. Il y a matière à réfléchir, je pense. Merci beaucoup. Merci.